4 matchs de National League au programme de cette soirée, de ce back-check. On va revenir sur ce double affrontement entre club roman, Genève-Bienne d'un côté, Lausanne-Fribourg de l'autre. On va voir aussi beaucoup de doublés sur les patinoires et surtout des décisions arbitrales qui peuvent être lourdes de conséquences ou bien plutôt des non-décisions qui parfois peuvent amener à des game-winning goals. Meunier, Florian Kohns, Stéphane, bien sûr, sont là, nos 3 experts, pour analyser et revenir, bien sûr, sur cette soirée de National League. On va revoir donc l'acteur studio, Charles Hudon. On est d'accord, puisqu'il n'y a pas eu de pénalité, messieurs, tout à l'heure, pour la rencontre entre Lausanne et Fribourg. Mais plus sérieusement, on va attaquer avec un gros morceau, quand même, une belle affiche, Zurich-Berne. Que s'est-il passé du côté du Hallenstadion? La première information, c'est les gardiens qui étaient dans la cage ce soir. Fuller d'un côté, Wüttrich de l'autre, mais surtout un immense bonhomme depuis quelques matchs, à savoir un certain Dustin Jeffrey. Même si ce n'est pas lui qui a ouvert le score, c'est surtout lui qui est à la passe. Et superbe but, Laurent, franchement, le solo d'un certain Calle Anderson. Magnifique, très beau jeu, belle passe. Et après, techniquement, il a la patience pour passer Fuller. Très beau but. Très joli but, en effet, pour cette ouverture du score, avec le coup d'œil de Dustin Jeffrey derrière la cage pour servir, évidemment, son défenseur. Ça, c'est le 1-0. Et le 2-0, on va le retrouver à la 19e minute de jeu. Un garçon qui n'avait plus marqué le moindre point depuis 8 matchs, c'est Simon Moser. Lui, il revit aussi un petit peu. En tout cas, ce soir, il revit un peu parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup cette année. Là. Il est un peu tout seul sur son trio. On sait que c'est un power forward, c'est un grinder, c'est un gars qui va devant la cage et tout. Quand il jouait avec Arcobello, c'était parfait. Là, c'est un petit peu plus compliqué cette année. Il est légèrement en dessous. C'est un gars qui vieillit aussi. Hein. Ce genre de joueur, quand ils vieillissent pas toujours très bien. Puis comme maintenant, on n'a même plus le droit de faire passer son popotin au-dessus de la peinture, évidemment, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il y a pas mal de buts qui sont refusés. Je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie une 26e fois. Dustin Jeffrey, on va le retrouver. On est en deuxième période pour le 3-0 du CP Berne. On est en supériorité numérique et c'est lui qui va se retrouver superbement bien placé. Bon, il faut dire, Florian Kohns, que là, franchement, schéma de jeu magnifique. Oui, ils ont bien fait tourner le puck. Et puis, c'est Olofsson là, qui sert bien Jeffrey. Jeffrey, il ne prend pas le temps de contrôler. Hein. Il enchaîne directement pour prendre le gardien de vitesse. Et puis, je ne sais pas si Flueller le touche quand même, mais c'est un beau jeu sur le powerplay là, pour Berne. Il a balancé sa canne, Flueller, ou j'ai rêvé? Il y avait ça. Il a lancé sa canne. Hein. Riedi qui va marquer la réduction du score. Le but de l'espoir, 3 minutes plus tard, avec des assists de Lundstein et de Phil Baltisberger. Riedi, ça c'est un gars qui a joué. Il arrive de la Swiss League. C'est un Zurichois pur laine qui arrive sur le tard un peu en Ligue nationale, qu'on utilise de plus en plus cette saison. Oui, il a marqué son 2e but de la saison, pour être exact. Ça, c'était le score après 40 minutes de jeu. En 3e période, on attendait une réaction zurichoise au vu de la physionomie de la rencontre. C'est une fin de supériorité numérique pour Berne. Et on va retrouver à la conclusion Moser, parfaitement servi par Kay. Jeffrey, très belle passe, dans le bon tempo. Et Moser a fait une très belle finition aussi, de le prendre volé, de la met en l'air au-dessus de la jambière. C'est parfait. Et là, ça faisait 3 buts en 5 tirs. Tout un début de match. Mais bon, quand tu regardes Steph, ça, tu dis... c'est le 4e, c'est jamais. Donc, c'était la stat. Ah, c'est la stat avant. Ça faisait 3 buts en 5 tirs. Lâche qui va réduire le score. On est à 5 contre 4 sur un service d'Andri Ghetto. Zurich qui va évidemment pousser pour tenter ensuite de revenir encore un peu plus dans la partie. Et là, c'est la bonne pioche quand même du côté de Zurich, Florian. Ouais,
il est bien rentré dans cette équipe zurichoise, il fait des bonnes performances. Et puis ils ont besoin de ça avec les blessés qu'ils ont eus. Donc heureusement que Lash est bien rentré dans cette équipe-là. Il faut rappeler qu'il n'y a pas Peterson, qu'il n'y a pas Roux. Hein. Et qui on va retrouver finalement pour marquer le dernier but de ce match. Merci, au revoir Jeffrey. Moi, je ne sais pas vous, mais Fueller. Bon, là, la fin était magnifique, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il on est est tous. patient. Personne n'est spécialiste de gardien ici, mais il l'a bien vendu. Vous avez vu, là, il a levé la patte droite, comme s'il allait shooter, et puis il est allé. Il a déjoué son déplacement, peut-être qu'il doit arriver sur le poteau, mais bon, la fin. Non, c'est un beau but. Hein. Magnifique. C'est dur quand même comme ça de lui demander plus. Disons que là, Jeffrey a fait ce qu'il fallait. Je dis juste que Fueller, il joue pas si souvent que ça. Qu'en général, c'est Weber qui est quand même numéro 1 cette saison. Oui, ça ressemble à ça. Qui était plutôt quand même arrivé en tant que numéro 2. Et puis, il en prend 5 ce soir. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles Grunborg et Fueller, Stéphane? Oui, depuis. On est d'accord que. Moi, je pense que c'est ce qui va stopper Zurich. Ils ont une excellente équipe. Là, ils ont beaucoup de blessés. On a perdu Rowe, on a Peterson qui ne joue pas. On avait été chercher Lash comme 5e étranger avec le départ de Suter. Maintenant, on ne joue pas à 5 étrangers. Pas tout le temps, en tout cas. Donc, mais je pense que ce qui va les ralentir, moi, c'est dans le but. Il n'y a pas clairement un gardien numéro 1. Ludo Weber est encore jeune. Il s'en allait pas là comme numéro 1, mais il est numéro 1 par la force des choses. Et ils n'ont pas un gardien vraiment dominant pour aller jusqu'au bout, à mon sens. Par contre, on parle de Berne, 42-24, statistique en faveur de Zurich. Tu l'as vaguement évoqué à Stéphane. Ouais. Ça sent quand même le hold-up, ça, Florian Korns. 24 shoots, 5 buts. Voilà, ça dépend toujours de la qualité des shoots aussi, de savoir est-ce qu'ils ont balancé le puck. Je pense que le résultat est surtout bon à prendre pour Berne. Hein. Ils ont besoin de points. Là, ils passent vraiment, je dirais, une étape par rapport à cette course au pré-playoff. Et puis, je pense qu'ils vont être bien lancés pour rester de ce côté-là de la barre maintenant. Mais Zurich, ils vont pas bien, les garçons. Non. Depuis Noël, ils ont eu fait 2 fois 2 victoires de suite. Le reste, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. On a perdu contre Rapi l'autre soir. Là, on perd contre Berne. On a perdu des matchs contre Ambry. On a perdu des matchs contre... Voilà, donc... Non, mais Kronberg, là, il était calme l'année passée, posé, etc. Moi, j'entends des arbitres qu'il est drôlement nerveux ces temps, depuis le banc. Bon, c'est pas le seul coach qui est nerveux avec les arbitres ces temps, mais... Non, mais après, c'est vrai que c'est depuis Noël, on a parlé un peu... Noël, ça correspond au départ de Pius Suter. Et l'équipe, c'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais l'équipe n'est pas la même sans Pius Suter. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue l'an dernier. On voit ce qu'il fait en plus en NHL maintenant. Et il avait un énorme impact sur l'équipe de Zurich. Alors oui, il y a Rowe qui peut changer beaucoup de choses à Zurich. Mais sans Pius Suter, c'est pas la même équipe, c'est une certitude. Messieurs, deuxième rencontre qu'on va passer au crible ce soir. C'était un match évidemment qui était très important, puisqu'entre 2 clubs romans, entre Genève et Bienne, Genève qui restait sur une belle série, et notamment face à Fribourg, côté rond, et Bienne aussi, 3 victoires. Donc très intéressant de voir ce qui allait se passer du côté d'Ivernais. Il s'est passé plein de choses avec un premier contact entre un joueur, Kreis en l'occurrence, et un arbitre. Stéphane, ça se passe en haut à gauche de l'écran. Hop! Tu as vu ça? C'est mon ami Michael Cherig, ça, qui s'est fait. Regarde en haut à gauche de l'écran, regarde Kreis, bim! Qu'est-ce que ça vous rappelle, monsieur, ça, c'est 3, hein? C'est 2 ou 3 matchs? 3. Il y a eu 3. C'est 7 au départ, puis 3 après. On est d'accord. Il parle de Jonathan Mercier à Ambry. Hein. Ouais, on est d'accord que s'ils suivent la même logique, on s'attend à une suspension. Est-ce qu'on peut suspendre l'arbitre? Parce que là, c'est l'arbitre qui fait tomber le joueur de Bienne. Moi, je pense qu'il y a un petit embellishment. Parce que si on le revoit encore, vous allez voir le mouvement de l'arbitre. On peut le remettre? Il plonge vraiment, les pattes lèvent, il est vraiment à l'horizontale. Moi, je donne un 9 sur 10, en tout cas, pour la chute. Hop! Il tourne encore. Il tourne un petit peu. Non, mais évidemment, je rigole, c'est mon grand copain. Mais regardez. Boum! Hop! Il accroche la gauche, il accroche la droite, puis la gauche, elle lève. Mais comment il ne l'évite pas? Comment il ne le voit pas? Comment c'est possible? Il est en train de regarder le puck. T'es concentré sur le puck. Comme Mercier? Ouais, il y a des... Ça, c'est des faits de jeu. Quoi. Ça arrive, il n'y a rien de... Qui c'est qui a fait ça? J'ai pas... Kreis. Bon, les prédictions, les gars, les paris sont ouverts. Non, moi, je ne fais rien du tout. C'est des choses qui arrivent dans un match. Je veux dire, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant. Non, Adam, je le sais que vous, les joueurs, vous passez comme ça. Je le sais. Parce qu'on a déjà vu dans le cas de Mercier. Puis moi, je comprends ce que vous dites. Mais là, la ligne, elle est tracée. S'il le voit, l'arbitre revient. Oui, il regarde le puck, mais dans son champ de vision, il est à 45 degrés. Là. Et son champ de vision, c'est plus large que ça.
Pardon, Florent, mais juste une question. Dans le cas de Mercier, on avait dit mais l'arbitre, il n'aurait pas dû se trouver là. T'es d'accord? C'était pas un placement où il était en train d'essayer de se replacer, de se mettre à un endroit un peu là. Là, l'arbitre, il peut s'arrêter aussi, pour dire il vient, mais bon. Il est logique. Là, il a la place logique. Il y a quand même le défenseur qui est en patinage arrière puis l'attaquant qui est en patinage avant. Donc là, l'excuse, si c'est l'inverse, tu dis OK. Il y a des gars qui reculent, puis tu recules dans l'arbitre, tu l'as pas vu. Ouais. Et là, qu'il l'a pas vu. Je sais, vous, les joueurs, vous parlez. Moi, je pense que c'est à peu près le même style de truc que Mercier. Donc, le juge va mettre 7. Puis, on va aller en appel, ça va finir à 3. Florian, ton avis, Florian? Non, moi je rejoins Stéphane. Si on suit la logique, qui pour moi est loin d'être logique, on s'attend à une suspension, c'est clair. Oui. Mais c'est du n'importe quoi. Oui. Enquête demain matin, 10h. Suivez les réseaux sociaux. Les paris sont ouverts. Moi, j'ai hâte de voir la version de l'arbitre. J'ai parlé à Michael dans C'est bien parce que s'il n'y a rien, vous allez en parler dans Overtime lundi en disant il n'y a rien eu, regarde, il n'y a pas de ligne. Ça va nous faire un scandale. C'est ça, ça sera pas. Il y a eu un scandale puis des scandaux cette année, je vais vous dire. Allez, messieurs, on continue. 8e minute de jeu. On va voir une charge de Tanner sur Omark à la suite de cet engagement. Un puck qui va se retrouver dans l'arrondi. Top score, Genevois qui va aller le chercher et Tanner qui va aller le charger. 2+10, qui semble assez logique, Laurent. Oui, tout à fait. C'est le minimum. Après, j'ai pas l'impression que ça soit violent, mais par contre, c'est dans le dos. Ça peut être dangereux. Donc, on a il pouvait le contenir. Là. 2+10, c'est la bonne sanction. Oui, ça m'a l'air correct. Et là, on remarque qu'il appelle. C'est surtout qu'il n'arrive pas, heureusement, la tête la première dans la bande. Il savait qu'il arrivait. Moi, je pense que c'est plus un boarding. Parce que si un joueur sait qu'il y a quelqu'un qui arrive dans son dos puis il tourne le dos, puis il y a une charge, ça ne devient pas une charge dans le dos, mais une charge à la bande. Donc, le joueur aurait dû l'éviter. Donc, là, dans la définition, c'est un peu ça. Si le joueur qui sait qu'il y a un contact qui vient, c'est pas une charge dans le dos. Mais là, ça mérite une sanction. Par contre, Omar qui est resté sur la glace un petit moment. Mais il était sur le power play. Ouais, mais Non, mais il a dit au coach, quand il a vu power play, je dis ça va mieux. Ouais, mais là, le coach, il est pas. Pardon, mais je sais pas, on en a parlé quand on a vu ça. Moi, je trouve que là, on va pas mettre la faute entre guillemets sur le joueur. Là, t'es coach, tu te dis un petit peu, tu pas énerver l'adversaire, non? Tu attends peut-être le. Hein, Florian? Oui, je pense que le coach, il a dit. C'est mon meilleur joueur sur le power play. Tu peux y aller, vas-y. Ouais. Allez, on va voir une autre séquence. Radgeb, cette fois-ci sur Winnick. Et Stéphane, ça, c'est le genre de séquence qui fait beaucoup parler. D'abord, explique-nous ce que c'est, en quoi c'est dangereux et pourquoi ça vaut que 2 minutes. Bon, après le 2 minutes, je vous laisse décider. Moi, ça vaut 2 minutes. C'est un clipping. C'est ce qu'on appelle une pénalité pour coupage en français au clipping. Ça veut dire, à l'époque, tout le monde encensait ça. Il appelait ça un soleil. Et tout le monde disait, c'est super. Maintenant, si tu te baisses pour viser un adversaire à la hauteur du genou, donc en dessous des hanches, clairement, c'est exactement ce qu'il a fait. Ça s'appelle un coupage ou un clipping en anglais. C'est une pénalité qu'on ne voit pas souvent. C'est comme le signe pour trébucher, mais par derrière, en fait, derrière le genou. Et 2 ou 5, c'est la violence ou la dangerosité ou l'élan ou un peu. Là, comme vous voulez, moi, je pense que ça vaut 2, pas plus que ça, parce qu'il le touche. Alors, quand il le touche, il n'a pas la jambe en appui. C'est ce qui fait regarder, il n'a plus la jambe en appui. Regardez. Il a vu venir le contact, il avait levé sa jambe gauche, heureusement, parce qu'il aurait pu se blesser. S'il est en appui, là, il tord le genou. Et je pense que c'est une bonne décision, 2 minutes, mais c'est une pénalité pour clipping à 100%. On est d'accord, mais messieurs, mais est-ce que ça t'énerve quand un joueur te fait ça, finalement, Laurent? Oui. Oui, ça t'énerve comme n'importe quelle faute, mais après... Non, parce qu'on voit Winnick, il se dit, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Tu peux me blesser, là? Pourquoi tu essaies de faire ça? Non, mais ça, tu récupères le numéro, tu vois qui c'est qui t'a fait ça, et après, tu t'en occupes, quoi. Mais c'est plus tard, tu fais pas ça tout de suite. Le problème qu'avec les Natel, aujourd'hui, on en retient moins bien les numéros qu'avant. Hein? N'importe quoi. Allez, on va voir l'ouverture du score, messieurs. Tony Rayala, à 4 contre 4, qui retrouve le chemin des filets, 15e minute de jeu. C'est lui qui va ouvrir le score, finalement, dans cette rencontre. On le voit, et ça, c'est un geste. C'est le geste de Tony Rayala. Il a un bacon, ce garçon, incroyable. Ouais, il est magnifique, ce but. Ouais. On voit, il fait sa feinte de shoot. Tom Ernest, il part un petit peu aux fraises, quand même. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Et après... derrière, il a ce fameux back-end qui part tellement vite, puis qui est tellement, on l'a vu, là, le puck, il est resté collé au plafond du but. C'est une image magnifique. Magnifique. 1-0 donc pour bien après 20 minutes de jeu. On va se rendre en deuxième période, messieurs, pour voir une grosse possibilité pour Linus Lemarque qui va aller récupérer
un puck dans la zone défensive du HC Bienne. Et là, Van Pottelberger joue super bien le coup, gros arrêt. Et ça peut être aussi, tiens Steph, un des tournants finalement de ce match. Oui, les tournants, donc ça ne rentrait pas pour Genève ce soir. Regardez, fait qu'il échappe la rondelle. Et la fin de Omar qui est belle, mais Omar qui n'a pas de vitesse. Hein. Quand tu récupères un puck comme ça dans le set, pas de vitesse, il a essayé de contourner, il n'a pas trop le choix. Van Pottelberg a bien sorti. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier geste de Van Pottelberg qui est allé avec sa canne, d'abord avec sa canne pour éloigner Omar. C'est ce qu'il a dû s'éloigner finalement pour faire sa fin. Ouais, mais super barré et l'arrêt importantissime donc de Van Pottelberger. Surtout qu'à la 30e minute de jeu, on est à la mi-match et c'est Ugly qui va doubler la marque sur un très bon travail aussi de Kunti. Ugly qui est là à la conclusion, Florian Pons. Ouais, il est tout seul. Hein, il est vraiment tout seul dans le slot. Et puis, il le lève quand même bien pour glisser juste en dessus du gant de Manzato. Un joli jeu. Je voudrais noter la présence, je crois, numéro 5, Guébé. Là, il est en train de regarder ce qui se passe. Oh, tiens, il y avait quelqu'un qui était tout seul devant la cage. Là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Au lieu d'aller derrière la cage et de suivre, il aurait dû regagner le devant de la cage et prendre le joueur. Bon, on voit aussi Omar, il est un peu en retard quand même. Il aurait pu couvrir un peu mieux sur le bas. Ouais. Puis on a vu aussi le Coultre peut-être se faire un petit peu aspirer. C'était 4-2. Enfin bon, c'était un naufrage un peu collectif. Quoi qu'il en soit, Pouliot n'en a cure. Il marque le 3e à la 36e minute de jeu. Oui, encore une fois, le puck qui a atterri. Les choses tournaient bien pour Bienne, hein, qui avait marqué 4 buts en 13 shoots ou quelque chose comme ça. Une grosse domination, pas une grosse domination, mais il n'y avait pas énormément de shoots du côté de Bienne. On a été réalistes. On est dans une bonne période, un peu du côté de Bienne, donc les choses vont bien. Rayalak se remet à marquer des buts. Puis quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, en général, ça va bien. Mais pour revenir à Guébet, je pense qu'il avait mis 50 centimes dans le parcomètre sur cette séquence-là. Mais hier soir, je ne l'ai pas montré parce que je coupe beaucoup de séquences. Hein. Et puis hier soir, j'avais coupé quelques séquences où il était comme ça, il était devant le but, puis en fait, il avait de la peine à identifier son homme. Qui je dois prendre? Je dois aller dans le coin ou non? Et puis il reste parqué devant le but comme ça, puis il dit OK, quand tu restes parqué devant le but, les défenseurs ils ont l'impression de ne pas faire d'erreur parce qu'ils disent au moins je suis là, coach. Mais rester parqué devant le but, c'est pas ça. Hein? Tu dois réduire le gap. Le joueur que tu dois contrôler, tu dois mettre ta canne dans une ligne de passe. S'il y a un gap quelque part. Si tu es tout seul devant la cage, c'est qu'il y en a un qui est tout seul. C'est sûr. Voilà. Rayala, on l'a vu buteur, on va le voir passeur, messieurs, en 3e période. Kunsley qui va définitivement annihiler les espoirs de retour du Genève Servette. On est en supériorité numérique, en fin de supériorité numérique. Et la petite déviation véritablement très astucieuse, n'est-ce pas? Non, c'est une classique, là. Classique, c'est bien, hein? Ouais. Non, mais ils la font très bien. C'est bien. C'est bien, oui. C'est bien. Non, c'est super efficace, c'est très dur à défendre et en l'occurrence, ça a été parfaitement exécuté. 4-0, on se dit que Van Pottelberger se dirige vers un blanchissage, mais non, Genève va réduire la marque. Superbe triangulation, on va le voir, regardez. Hop, c'est parti de la canne de Vermine en direction de la canne de Richard pour finir sur la canne de Rod, Florian. Ouais, ça a traversé rapidement toute la largeur de la glace 2 fois. Un bon jeu premièrement de Vermine, puis après Richard qui sent bien Rod à l'opposé. Un joli but après un peu chanceux. Je sais pas si le gardien le touche, hein, je pense. Parce qu'il était dans un angle très fermé. Je sais pas s'il a visé le gardien intentionnellement, les gars, vous pensez? Il a essayé de tirer à la cage, mais c'est vrai qu'il avait tellement peu d'angle et en fait, il a tiré sur le gardien et ça rentrait. Mais là, ça, c'est des jeux. Vermine est un bon passeur, mais Richard, avant que le puck arrive, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. Passe sur réception, demi-frappé, hein, parce que la passe de Vermine était tendue. Ouais. Pour qu'elle reparte tendue, là, il faut que... il a des belles mains, c'est tellement un bon passeur, Richard, magnifique. C'est un excellent joueur, moi j'aime beaucoup ce joueur-là. Quand il est concentré, là, quand il prend ses 3 poumons pour jouer au hockey, là, pas mal du tout. Pas mal du tout, bien, 4-1, hein, le succès statistique des shoots, messieurs, 26-20. 4 buts, 5, 4 buts marqués, 20 shoots au goal. Ouais, mais les buts qu'on a vus... gardien, il ne peut pas faire grand-chose. C'est Manzato qui était dans la cage, on ne jette pas la pierre. Voilà. Donc on en a parlé en avant-match. Je pense qu'à Genève, on ne veut pas surcharger des clous en fin de championnat. On devrait finir dans le top 6 normalement, donc on ne va pas y faire des back-to-back pour qu'il se présente
dans les meilleures dispositions possibles au mois d'avril. En tout cas, 4e succès de suite pour Bienne. On va écouter l'interview. Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine, belle victoire contre Genève Servette ce 4-1. Oui, effectivement, c'est un de nos meilleurs matchs, je pense, cette année sur la route. Genève qui était sur une belle séquence aussi, un des meilleurs clubs de la Ligue. Donc, dans l'ensemble, un gros match d'équipe. Vous restez sur une belle série à l'extérieur. Lundi, vous retrouvez votre Tissot Arena. C'est bon pour la confiance d'avoir une belle série à l'extérieur avant de revenir à la maison? Oui, c'est sûr que cette année à l'extérieur ou à domicile, c'est un peu différent. Mais oui, je pense que ça fait 4 de suite qu'on gagne. Puis on est désespéré pour être dans les 6 premiers. Donc, c'est clair qu'on veut continuer. Merci Marc-Antoine. Merci. Bonne soirée. Ils sont bien partis pour y arriver en tout cas. Réaction évidemment plus contrastée du côté de Genève Servette. On va écouter Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, défaite 4-1 contre Bienne. Comment est-ce que vous expliquez ce résultat? On n'a pas su les mettre au fond quand on a eu les opportunités. Je pense que si on regarde les derniers matchs et puis le match de ce soir, on a eu beaucoup plus de chances de marquer ce soir que ces derniers matchs. Et puis voilà, ce soir, ils ne sont pas rentrés. Mais voilà, on ne va pas se plaindre que ça ne rentre pas une fois, comme on l'a vu hier et à d'autres matchs. L'équipe adverse nous a souvent dominé plus que nous, on l'a fait. On a réussi à gagner. Ce soir, ça a été l'inverse. Mardi, vous deviez jouer contre Zoug. L'équipe est en quarantaine. Ça vous offre une pause dans un programme démentiel. Est-ce qu'elle est bienvenue finalement après cette défaite? Après une défaite, ça aurait été mieux après une victoire, je dirais. Mais non, c'est clair qu'en ce moment, avec les matchs qui s'enchaînent, si on peut recevoir quelques jours de congé, on les prend. Surtout si on ne doit pas les rattraper après, ça on ne sait pas encore. Mais voilà, c'est clair que ça va faire du bien pour aérer un peu la tête et puis les jambes aussi. Merci Arnaud. Merci à toi. On va aérer les jambes. Aérer les jambes, ouais. Surtout si on l'a pas après. Ça, fait c'est un beau, petit j'ai peu, mis c'est un vœu pieux, hein, ça de genre, qu'on se fasse pas encore une 3e là-dessus de quarantaine. Non, mais très pour lucide Genève. comme commentaire. On s'est regardé, les gars, quand il a dit voilà, des matchs qu'on a été dominés, mais on a gagné. Il parlait du match contre Fribourg la semaine passée, etc. On était bien payés. Donc, il a vulgarisé la loi de la moyenne, en fait. À un moment donné, on ne peut pas être chanceux à tous les coups. C'est un peu ça. Lausanne-Fribourg, puisque tu l'as évoqué justement à l'instant, Stéphane, c'était la 2e rencontre. C'était notre match studio, bien sûr, qu'on a suivi avec attention. Peu de buts dans cette partie, avec 2 équipes très proches durant les 20 premières minutes de jeu. Et c'est pourtant Fribourg, à la 18e minute, qui va pouvoir ouvrir le score. Puisqu'on va dire quoi? Que Tobias Stéphane ne peut pas tout faire non plus, finalement, Laurent? Oui, et que des fois c'est mieux de jouer défenseur que gardien, hein, Genaz. Il comprendra sur ce coup-là. Il a voulu, je ne sais pas, être dans une position de gardien. On regarde sa position là et on comprend qu'il est défenseur. Mais non, c'est vrai qu'il avait fait 2-3 beaux arrêts avant et là ça rebondit malencontreusement sur Genazi. Après 20 minutes de jeu, donc ce score de 1-0 en faveur de Fribourg et le tournant du match, ça sera à la 26e. Cette crosse dans le visage non sifflé de Hudon. Des harnais s'arrêtent de jouer. Je suis convaincu Et pourtant, Florian, s'il savait à ce moment-là qu'il allait marquer le game-winning goal. Hein. Ouais, là, ça a vraiment été l'acteur principal sur cette action de Harnais. Toute la patinoire s'est arrêtée. Et puis, pour finir, c'est lui qui met le puck au fond. Et ça s'avère vraiment l'action cruciale sur ce match, clairement. Bah oui, parce qu'il faut quand même se rappeler un truc, c'est que Lausanne est à 5 contre 4. Donc normalement, il y a pénalité. C'est un 5 contre 3. Donc énorme occasion pour Lausanne de revenir dans la rencontre, Stéphane. Ben, ça change. C'est un point tournant dans le match. Écoutez, moi, je pense que sur une saison, ce genre de truc-là finit par s'équilibrer. Hier soir, il y a un surnom inexistant qui a été sifflé contre Fribourg. Ce soir, on a sifflé un surnom très sévère contre Fribourg, qui y était, mais je pense que s'il ne l'avait pas sifflé, ça aurait quand même été. Mais là, vraiment, je ne m'explique pas. Que les arbitres fassent des erreurs, OK, mais là, ils avaient le temps. Il y en a un des deux qui doit le voir, qui doit lever le bras, même si tu lèves le bras 1 seconde ou 2 en retard. Là, oui, la canne dévie sur la canne. Mais quand tu balances ta canne à une main sur la canne de l'adversaire, tu le sais que là, quand la canne, elle va monter, là, c'est mathématique. Là. Ding, ça finit en haut. Dernier s'arrête de jouer. Tout le monde est convaincu qu'il y a une pénalité. Il se dit non. Alors, je pense que les arbitres, là, ils doivent quand même faire un examen de conscience parce que on disait à la pause, parce qu'on peut en reparler, mais s'il y avait eu des spectateurs ce soir, est-ce que ça aurait été différent? Est-ce que le bruit de le spectateur aurait fait monter le bras en même temps? Puis les bretelles, puis la jambe du arbitre aussi, j'en sais rien, mais... Voilà, je pense que les arbitres ils ont dû quand même se poser la question. Là, on l'a raté ou bien... Non, mais ça te bouffe le match. Ça te bouffe le match. Je pense que les arbitres, après, c'est difficile pour eux. Ils savent qu'ils ont fait une grosse erreur.
Ils n'ont pas eu de chance que juste après, en plus, C'est ça. celui qui a fait la faute marque le but décisif. C'est la loi de Murphy, ça? C'est la loi de Murphy. C'est toujours le pire des scénarios qui arrivent Pire en après. pire, ouais. Parce que comme arbitre, quand tu loupes une pénalité ou tu dis « Ouh, je l'ai peut-être loupé, mais là, c'est trop tard », tout ce que la pire des scénarios, c'est qu'il y a un but derrière. Puis en plus, un but du gars qui a commis la faute. Voilà, donc, puis en plus, voilà. Et en plus, c'est le game-winning goal, quoi. Donc là, c'est tout. Mais en plus, Florian, regarde, si tu as un joueur là, qui fait 3 cabrioles en arrière en se tenant le visage, il y a un truc qui s'appelle embellishment, là. S'il n'y a pas faute, s'il y a pas faute, c'est ça. Donc tu lèves le bras de toute façon. C'est ça qui est un peu. Alors peut-être qu'on a quand même l'impression que Hudon en a un petit peu rajouté. Mais à ce moment-là, c'est comme tu dis, voilà, l'arbitre, s'il ne voit pas de faute, et puis qu'il a l'impression que Hudon exagère. Parce qu'on l'a analysé, il y a quand même un contact, on l'a vu. Là. Moi, je l'ai analysé, j'ai fait l'arrêt sur image. La canne, elle est là, on voit la palette d'un côté, puis la manche de l'autre côté. Donc, de toute façon, pour avoir une crosse-haute, c'est pas forcément au visage. Tu peux avoir une crosse-haute à hauteur des épaules. Non, je veux dire, crosse-haute, c'est trop élevé. C'est pas au visage, forcément. Donc, normalement, c'est ça. Mais et là, il y a vraiment une faute. C'est indiscutable. Voilà. Bon, voilà, ça a tourné. Surtout, Steph, franchement, regarde, tous les joueurs s'arrêtent. Donc, ça. au pire, tu siffles. Tu dis, OK. Tu le es comme ça, tu dis si jamais, j'ai cru qu'il a été blessé, excusez-moi, etc. Non? Enfin, c'est ça. Voilà, c'est comme ça, mais là, c'est le but gagnant. Mais à ce moment-là, on ne savait pas que c'était le but gagnant. Hein. Oui. Donc après, Lausanne, voilà. Donc le match ne se résume pas à ça, mais ça fait mal. C'est ça. Voilà. C'est ça. Comme au hockey. c'est ça. Moi, vivement que ces deux équipes se retrouvent en play-off, qu'on a exactement la même imaginez séquence ça, au soir, match un truc en 7. play-off comme ça. Aïe. Oh là là, c'est un hostie de scandale, comme tu Oui, dis. monsieur. La réduction du score signée Cody Almond qui va enfin tromper un Reto Berra qui a été excellent. Alors, Florian, tu l'as dit, pas sûr que Cody voulait vraiment tirer à cet endroit-là, mais n'empêche que ça relance Lausanne qui était toujours très proche dans ce match. Oui, exactement. Je pense que Lausanne a joué quand même un bon match dans l'ensemble. Ils ont essayé de revenir. Là, ça a été un beau jeu de Kellings qui a bien attendu Almond, qui, je pense qu'il ne voulait pas la glisser là, mais qui a trouvé le bon trou. Donc on s'attendait à ce que Lausanne revienne dans ce match-là et puis éventuellement égalise sur la suite. Ils ont poussé, mais... Mais Laurent, il y avait un Reto Berra exceptionnel finalement dans la cage. Ouais. Fribourg a tenu ce match après... 42 shoots, je crois. Hein. Très... Ouais, mais de manière... Moi, j'ai trouvé quand même serein Fribourg, quoi, finalement. Oui, tu es toujours serein quand tu as ton gardien qui fait les arrêts. Hein. Après, j'ai trouvé qu'ils se sont assez recroquevillés en défense. Fribourg a été assez passif. Bon, après, ils ont été quand même solides autour d'un très bon Reto Berra, à l'image un peu de ce que faisait le Fribourg l'an dernier. Mais ils ont leurs 2 points, leurs 3 points, je veux dire, et ils gagnent ce match. Et surtout, ils prennent en plus de... C'est un match important avec Lausanne, ils prennent de la distance et pour la fin de championnat, pour le classement, c'est des points très importants. Donc, c'était un match à 6 points ce soir. Non, mais c'est ça, il y a des matchs comme ça qui sont tirés au sort. Celui-là, il était à 6 points. Parce que là, on va voir au classement, là, Fribourg se retrouve 11 points devant Lausanne. Sauf erreur, sont 11 points dans Lausanne. Non, mais 5 matchs de plus. Mais là, il faut que Lausanne les gagne. Il faut qu'ils fassent 2 points surtout par match. à l'heure actuelle. Lausanne est loin de ça. On va parler de Lausanne d'ici quelques instants, mais avant ça, on va écouter une réaction fribourgeoise à l'issue de cette belle victoire. On va écouter le héros du jour, finalement, David Desharnais. David Desharnais, une ouverture du score un petit peu chanceuse, un deuxième but en box-play et finalement un bon jeu défensif qui vous offre les 3 points. Ouais, non, on a bien joué ce soir, une belle performance. On était une équipe ce soir, on a bien géré la rondelle, puis on se devait de gagner, puis on était capable de le faire, donc chapeau à notre équipe. Et maintenant, il y a 10 jours de pause avant le prochain match. C'est quoi le programme? Certainement 2-3 jours de congé, puis ensuite on prend ces moments-là pour travailler sur des choses qu'on doit travailler. C'est une pause que peu d'équipes ont, donc on va essayer d'en profiter, être dans le gym, rester en forme, en même temps récupérer, soigner les petits bobos que tout le monde a à ce temps-ci de l'année, puis être prêt pour le dernier push de la saison. Merci beaucoup, David. Merci. Franchement, au vu des dernières sorties de Fribourg, on se demande si c'est vraiment bien cette pause. Ouais, puis je sais pas, en tout cas, moi, je vais juste revenir sur le match de Desharnais. J'ai trouvé énorme ce soir. Ouais. Il était au four et au moulin, en défense, en attaque. Il a bloqué des shoots, il a marqué le but décisif. Il a vraiment joué son rôle de leader à perfection. Il a mené cette équipe. Il sentait que c'était un match important et que l'équipe avait besoin
d'une performance comme ça. Et moi, je l'ai trouvé vraiment exemplaire sur ce match et chapeau. 22-23 minutes de temps de jeu, encore une fois. Là. Ouais, il était partout. Il Il était partout. Est-ce qu'en régie, on peut couper et enregistrer la réponse? Enfin, ce que vient de nous dire Laurent pour les 3 étoiles. Laurent, il sera dans les 3 étoiles. Dis pas tout, après on aura Ça, c'est fait. fait, on verra. Après. Allez, on va écouter une réaction du côté du Lausanne Hockey Club. On va écouter Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, encore une défaite avec un seul but d'écart. On a l'impression que Lausanne ne sait plus gagner un match serré. Oui, je pense qu'on a de la peine de trouver le rythme. Je pense qu'on a mieux commencé que par rapport aux autres matchs, mais quand même, on fait trop de petites choses, on ne fait pas juste. Tout le monde voit qu'il nous manque la confiance. La confiance. Et puis, il faudrait qu'on peut enchaîner des victoires pour qu'on se sente meilleur. C'est la faute à nous, on ne joue pas bien et il nous manque le petite chose spéciale. Et puis les semaines qui viennent, ils vont être très très importants. Vous aviez fait un super début de saison, vous aviez la confiance. Maintenant, vous dites que vous ne l'avez plus. Pourquoi vous l'avez perdu? Ouais, c'est clair, on a bien commencé, on a pu enchaîner des victoires. Peut-être c'était un petit peu trop facile dans ce moment, mais je suis convaincu que chaque moment ou bien chaque situation dure, c'est aussi un moment pour prouver quelle équipe on est. Et puis un moment, il faut trouver de nouveau notre identité. Puis comme je dis, les prochains matchs, c'est l'opportunité parfaite pour ça. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Florian Comte, c'est un manque d'identité. C'est ça vraiment le problème actuel du Lausanne Hockey Club? Ouais, je pense que Étienne, il a assez bien résumé la situation. On a vu, à chaque début de période, Lausanne est arrivé assez fort. Ils ont plutôt dominé. Après, ils ont baissé le rythme. On a l'impression qu'il y a quand même un manque d'énergie. Et puis, comme il le dit, sur le début de saison, tout roulait, tout était beau. Puis c'est vraiment maintenant, quand les choses commencent à se compliquer, qu'il faut avoir cet esprit d'équipe, ce groupe derrière. Et puis c'est peut-être là que ça commence un peu à pêcher du côté de Lausanne. Bien sûr, nous, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est vraiment là, quand tu as un noyau et puis que les gars sont vraiment soudés, que ça peut faire cette différence. Puis là, on sent que ça manque peut-être un petit peu. Laurent, c'est grave, docteur? Non, mais c'est vrai que peut-être que Lausanne-Hollywood, ça commence un peu à toucher l'équipe et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en externe autour de Lausanne cette année et c'est vrai qu'on sent peut-être qu'au début ils avaient tellement de talent, ils ont gagné sur ça. On a l'impression que maintenant le talent il suffit plus, on va dire. On a besoin, comme disait Florian, on a besoin peut-être que le moment que l'équipe soit plus soudée. Et à l'heure actuelle, je pense qu'ils se cherchent. Alors après, ils ont quand même eu beaucoup de quarantaines, il y a eu beaucoup de malades. Donc ça, c'est des choses, on ne sait pas comment les joueurs, certains ont été affectés par le virus au niveau du physique. Ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Donc il y a ça qui rentre en jeu aussi. Là, Oui, leur place dans le top 6, elle est menacée quand même. Complètement. Là, ils ont le même nombre de points que Bienne. Ils ont 3 matchs de moins. Mais là, au rythme où ils les gagnent, là, c'est 3 victoires en 10 matchs, 3-4 défaites de... Moi, ça m'inquiète un peu parce que je dis, bon, quand même, mais la façon qu'ils perdent, c'est pas catastrophique dans le sens où ils ont perdu beaucoup de matchs en prolongation, par un but. Tu sais, ce soir, ils sont dans le coup quand même. Ils sont pas largués. Ils sont pas déclassés par Fribourg. Non, c'est clair. Je veux dire... Ils ont perdu à Genève dimanche. La différence s'est faite sur 3 pénalités consécutives à Malguen. Boum, boum, boum. C'était 2-1. Donc, d'un côté, je me dis, ils ne sont pas largués. Il y a un petit truc qui peut tourner. Mais là, à un moment donné, il faut que ça tourne. Ça peut tourner, mais à un moment donné, pas assez proche, ça suffit, là, mais ça ne donne pas de points. Hein. Disons que ça fait un petit moment qu'on dit que voilà, ils ont de la marge, ils peuvent gérer, mais au fil des jours, la situation empire quand même. Il faut redresser la barre puis enchaîner 2 victoires peut-être pour revenir dans le coup. Parce que là, je pense qu'on l'a dit tantôt, Fribourg commence à être assez loin. À Genève, on a perdu une ce soir, mais Bienne revient. Bienne est en train de monter, ouais, c'est ça. Bienne, c'est quoi, 4 victoires de suite, 3 ou 4 victoires de suite.
Ouais. Là, on va être obligé de sortir la calculatrice. Là. Parce que alors que jusqu'à maintenant, personne ne sortait la calculatrice pour Lausanne. Là, on va commencer à sortir la calculatrice. Puis, là, on va peut-être en gagner une de temps en temps parce que ça pousse derrière. Hein. Puis là, il y a Davos mardi. Vous ne pensez pas que c'est quand même une histoire de patience aussi du côté de Lausanne, tu disais, Stéphane? De patience. Oui, de patience. Parce que quand tu as des ambitions, quand tu fais des choix qui sont vraiment très tranchés, si ton coach il en perd encore 3, là, tu fais quoi? Parce que grosso modo, au niveau des joueurs, tu as pu faire tout ce que tu as pu. On est d'accord ou pas? Au niveau de l'effectif, ils ne peuvent plus rien faire. Écoute, quand tu perds par un goal, tu perds en prolongation, tu as eu les trucs comme toutes les raisons que vous avez invoquées, est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que changer de coach va donner une impulsion nécessaire à ce temps-ci de l'année? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un coach? Ils l'ont fait l'an dernier. Hein. Oui, mais Peltonen, il arrivait. C'était un petit peu différent. Je pense que Peltonen arrivait vraiment. Moi, oui, je ne l'aurais pas fait l'an dernier et je ne le ferai pas cette année, mais c'est pas nous qui décidons. Donc, et connaissant ce qui se passait à Lausanne depuis le début de saison, ça ne serait pas surprenant. Peut-être qu'on voie encore des. On est à l'abri de rien. Ouais, on est à l'abri de rien. Voilà. C'est qui a le dernier mot sur le line-up? C'est toujours la question que tout le monde se pose à Lausanne. Est-ce que Peter Svoboda et son frère sont très impliqués? Est-ce que ça se fait d'un commun accord en équipe? Ça arrive aussi des fois qu'il y a des interactions. Est-ce que les interactions sont plus fortes qu'on le pense? C'est des trucs qui se disent. En anglais, on dit « what goes around comes around ». Là. Ça commence à faire le tour, puis tu dis « bon, finalement, il n'y a pas de fumée sans feu ». Moi, avec le talent qu'ils ont, je me dis, si ça retombe en place juste pour les playoffs, bien sûr. C'est quand même 2 bons gardiens, tu as quand même la meilleure brigade défensive de la Ligue. À 5 contre 5, c'est l'équipe qui accorde le moins de buts dans cette Ligue. À un moment donné, il y a quand même des chiffres aussi qui parlent. Je me dis, mais effectivement, après ça, est-ce que le bouton de la panique va s'emparer de la Vaudoise Arena? C'est parce que c'est ça. Après, c'est de la panique, c'est de l'angoisse, c'est dire, il faut rire. Attends. On a 2 anciens capitaines sur le plateau, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on sent ce genre de problème? On sort tous en équipe, on va manger une pizza, on s'en met une bien sévère, on se dit ce qu'on a à se dire, et puis hop, il y a 2 choses. Bon, les restaurants sont fermés déjà. Ah oui, la pizza, on la commande. On a le droit que d'être 5 en privé. Mais... Tu fais un tournus. Non, après, ce qui est problématique, je pense, peut-être pour les leaders du vestiaire, c'est s'ils sentent que c'est au-dessus d'eux. C'est-à-dire que les choses ne sont pas en place au-dessus d'eux. Ça, c'est compliqué. Parce que s'il y a un problème dans le vestiaire, là, ça va être les leaders, les capitaines de s'en charger. Mais si le problème vient du management, du coaching staff et voire même de l'actionnariat, là, c'est des choses où on est assez impuissant et c'est compliqué justement même pour l'ensemble du groupe. Et c'est pour ça que des fois, un groupe se pose des questions. Tout le monde « Ah, mais c'est quoi? Pourquoi ça marche comme ça ?» Et il y a beaucoup de questions et au final, on oublie un peu le jeu. Donc ça, en tant que leader, c'est un peu compliqué à gérer. À voir ce que ça va donner en ce qui concerne le Lausanne Hockey Club. Dernière rencontre de la soirée, messieurs, on va se pencher sur le Rapperswil Ambri-Piotta. Peu de goals là aussi dans cette rencontre entre 2 équipes qui cherchent bien sûr à s'établir dans cette deuxième partie de classement entre les places 7 à 10, surtout pour Ambri, avec Lehmann qui va ouvrir le score. On est à 4 contre 5, le travail d'Euro. Un premier coup de poignard, on va dire, dans la défense tessinoise, Florent. Oui, effectivement. Je pense qu'Ambry, il devait aller là-bas avec le couteau entre les dents et ils auraient besoin de ces 3 points. Et puis là, de commencer le match et d'encaisser à 5 contre 4, c'est plutôt stupide et douloureux. Avec le travail préparatoire d'Euro et Lehmann qui fait très bien le coup du reste avec le contrôle du patin. On va voir l'égalisation d'Ambry, une égalisation signée Mazzolini et Stéphane. On va aller voir la vidéo sur cette réussite pour un éventuel kick. Bon, l'arbitre a fait non. La décision sur la glace, c'était pas de goal, mais regardez, il va arriver comme un avion, l'arbitre derrière avec les bras en l'air, là. Et sur la vidéo, on va constater que c'est le gardien, finalement. C'est le gardien qui se le rabat lui-même. On a l'impression vraiment qu'il y a un kick. Et Daniel Piacek, l'arbitre allemand là, qui est derrière le but, lui... En fait, il le rabat sur le joueur tessinois. Voilà. Il rabat avec sa canne, il rabat la puck sur le patin du joueur tessinois. Donc, il n'y a pas de kick. On va accorder la réussite. On va peut-être le revoir maintenant, mais on va l'accorder, finalement.
Voilà. La meilleure vue, malheureusement, on l'a pas eu, mais Ouais, c'était c'est celle du haut, c'est sûr. au-dessus du but. C'est celle du haut. Parce qu'ils sont allés regarder la vidéo, pas pendant 10 secondes, hein, ils sont allés regarder la vidéo quand même pendant un sacré moment. Quelques minutes, ouais. Quelques minutes. Ben, on va dire ça. les cinémas sont fermés aussi, en profitent. Hein. Ah bah oui, c'est comme ça, quoi. Comme les pizzerias, embêtés. Allez, Novotny, on va le voir pour cette réalisation qui va être cette fois-ci. Là aussi, on va la revoir en vidéo et on va annuler ce but. Parce qu'il marque de quoi, messieurs? Tu l'as vu, Florian, ou Ça pas? a été vite un peu, là. Alors là, je pourrais De pas la vous dire main, encore, mais... je sais pas, Regarde, on voit pas bien. Tu crois qu'il s'est pris la pour main. Maradona ou pas? Exactement. C'était bien essayé. C'était bien essayé. La main de Dieu? Ah, il y a les caméras maintenant. Ça, avant, ça passait, hein, des fois. Ça- Sur un malentendu. Ouais, ça... À l'époque, dans l'ancien temps, ouais. Mais là, on n'a rien à dire, effectivement. ouais. Pourquoi vous en avez marqué des buts de la main, messieurs? On essaye, ou c'est le deux. réflexe. Ah, vous deux? C'est le réflexe. Il veut la ramasser, probablement la ramener sur sa canne, puis le finir au fond. Ça, c'est un réflexe. Hein. Typiquement. Donc, la deuxième. On est bien d'accord que si le puck t'arrive directement comme ça sur le gant et puis il rentre, c'est but. Si t'as Mais pas, si de t'as pas de mouvement, mouvement, le puck peut dévier sur toi de façon accidentelle. Mais si tu reçois puis tu essaies de le ramener, juste d'un petit geste, le ramener puis le finir au fond, tu n'as pas le droit de rediriger intentionnellement le puck dans la cage avec toute partie du corps, sauf le patin. Déviation sur le corps, oui. Rediriger avec n'importe quelle partie du corps, sauf le patin, c'est interdit. Merci pour ce rappel, Stéphane. Rien ne sera marqué en deuxième période. On se rend au troisième tiers. Et Eggenberger va frapper à 2 reprises. Tout d'abord en tout début de période. Le but qui va définitivement annuler on va dire peut-être les efforts ou les rêves d'Ambry Piotta. Ça sera le game winning goal 2-1. Mais un Eggenberger quand même bien oublié par la défense là, Florian. Ouais, on retrouve un peu les largesses défensives d'Ambry. Le deuxième défenseur qu'on voit, qui est sur Eggenberger à la fin, qui s'est fait aspirer sur le mauvais côté. Et puis ça a laissé l'espace libre pour centrer M. Rochette à Eggenberger. Eggenberger qui va marquer là aussi. C'est plus facile dans la cage vide avec Benjamin Conz qui a tenté un pinchage, un sauvetage, un balayage, un plongeage. Comment on pourrait dire ça? Au foot, quoi. Ouais, et au final, il a tout pris sauf le palais. Il a tenté de le surprendre avec un pocheck Ouais, il n'a pas de chance, là. Pocheck. Il a pris bien les patins. Ouais, il a pas là, il y a une pénalité, mais il n'a pas de chance que le puck passe gicle par-dessus. au-dessus de lui, Dessus, ouais. Et en plus, on voit le numéro 7 d'Ambry qui laisse partir son joueur aussi, qui est un peu à la traîne. 3-1, défaite pour Ambry Piotta. Messieurs, on va passer maintenant aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile de la soirée, c'est un Fribourgeois. Il s'agit de David Desharnais. Si vous n'étiez pas avec nous au début de ce back-check, au milieu, quand on a évoqué cette rencontre, on va demander à Laurent Meunier de nous rappeler pourquoi David Desharnais est 3e étoile ce soir. Alors David, il a tout fait. Il a été bon, il a marqué le but vainqueur, il a bloqué des shoots, il a été présent, il a amené beaucoup d'énergie, il a été très fort au forecheck. Donc très gros match de David Desharnais. Et il a vraiment mené son équipe à la victoire ce soir. Wow! Mais j'ai tout noté que ce que tu avais dit tout à l'heure, tu as tout répété. C'est juste, hein? Il n'y a rien oublié. Il a bien répété. Toi, tu m'impressionnes. Il est fort, ce Laurent. Allez, 2e étoile de la soirée, un certain Tony Rayala. Florian, c'est un but, un assist pour le Finlandais. Oui, exactement. Rayala, il a été assez critiqué par le passé assez récent, je dirais. Il n'avait pas de shoot le dernier match. Et puis là, il est bien rentré. On a vu mettre un super but. Et puis là, on sait que Bienne, ils vont avoir besoin de lui sur cette deuxième partie de saison pour espérer avoir de bons résultats. Week-end plein pour notre première étoile, Dustin Jeffrey. Il avait 3 points hier, il a 4 points ce soir. Stéphane, 2 buts, 2 assists, c'est le grand bonhomme du week-end. Oui, 7 points, 2 matchs. Il vient de remonter sa moyenne de points par match, le garçon. Hein? Et depuis que Conacher est là, depuis qu'il y a Olofsson et Conacher avec lui, Olofsson dans un premier temps, mais surtout Conacher qui a qu'un point ce soir, mais ça change la dynamique. Là tu as un gars à gauche, un gars à droite qui savent jouer au hockey. Je ne dis pas que les autres ne savent pas jouer au hockey, mais qui ont une certaine puissance à l'attaque, des joueurs axés vers l'offensive. Et c'est tellement plus facile quand vous êtes bien accompagné par des joueurs qui comprennent la côté, qui peuvent la mettre au fond et qui peuvent vous la donner. Et Dustin Jeffrey, on sait que c'est un bon joueur.
On l'a laissé aller à Lausanne, pas parce qu'il n'était pas bon, pas parce qu'il n'avait pas un bon sens du jeu. Yann Alston trouvait qu'il était devenu trop lent pour jouer avec des Vermin et des Verchi notamment. Il a dit que c'est besoin d'un gars qui patine un peu plus parce qu'il ralentit trop le jeu. Et ça reste un joueur qui a du talent, qui a une vision du jeu et s'il est bien accompagné, c'est un super passeur. C'est 50 points par année, c'est 1 point par match depuis qu'il est. Les saisons qu'il a fait à Lausanne, c'est 50 points par année. Hein? C'est d'Arcobello, c'est ça les les meilleurs pointeurs du championnat. Et comme Konecker, je rappelle qu'il y a 2 anciens meilleurs pointeurs du championnat qui jouent dans la même ligne quand même. C'est pas mal. Exact. Mais voilà, c'est un gars qui est vieillissant aussi. 3 ans, c'était peut-être un petit peu long pour lui, à mon avis, signer 3 ans. Mais voilà, il y avait des. Comme Arcobello, par exemple, à Lugano. Je trouve que signer un étranger pour 3 ans à l'âge de 31-32, c'est long. Un étranger. Parce que la compétition est plus. Pas un Suisse, évidemment, mais un étranger. Voilà. On est bon? Oui. C'était le mot de la fin. J'ai presque fini. Presque. Allez, on va passer et récapituler sur tous les résultats de cette soirée et des 4 rencontres avec ce duel entre le club roman qui a tourné l'avantage de Bienne face à Genève Servette 4-1, le score de 3-1 pour Rapperswil face à Ombrie, Lausanne battue par Fribourg 2-1 et le succès de Berne 5-2 face aux ZLSC. Au classement, Zug, qui ne joue pas en quarantaine, reste bien sûr leader. Désormais, c'est Fribourg-Gotteron, seul deuxième avec 79 points. On retrouve Genève et Zurich avec 76, Lugano 73, 68 pour Lausanne, 68 pour Bienne. Oui, il y a 3 matchs quand même de différence entre les 2 formations. Puis on retrouve encore Davos avec 67. Puis ensuite, il y a le gap avec Rapperswil et Berne qui passent désormais au-dessus de la barre, 5 matchs de moins. Ça sent quand même pas mal le roussi pour Ombrie. Ils ont un match de moins que Rapi, puis ils ont 6 points derrière. Donc, il s'agit qu'ils... Mais c'est compliqué. Jouer avec 2 étrangers ce soir, on l'a dit à Ombrie, c'est très, très compliqué. Mais le mardi, on a un Lausanne-Davos qui ne sera pas piqué des verres non plus. Et demain, est-ce qu'on va parler on peut faire une pub pour la Swiss League? Chaux-de-Fonds qui reçoit GTK Lions. Match la peur. Le best of 3, c'est le dernier match. Ils ont perdu à GTK le 2e match. Ils perdaient 6-0. Ça a fini 7-3. Et Chaux-de-Fonds doit gagner absolument ce match-là pour participer aux playoffs et affronter Cloton. Absolument, ça sera à suivre sur MySports. Et puis lundi de la National League aussi avec Berne-Bienne à suivre à 19h40. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier nos invités. Merci Laurent Meunier, merci Florian Korns. Merci à toute l'équipe technique. D'ici quelques instants, restez bien sûr sur MySports One. Place à notre nouvelle série Homemade avec l'épisode 2 de Mon rêve de National League. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.